Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France, ou plutôt pour être exact, le bistrot du Parti de la France. Et oui, en chaque fin de mois, nous faisons un bistrot du Parti de la France où le concept est très simple, nous buvons tous ensemble entre fiers sympathisants du Parti de la France et nous parlons de politique sur la chaîne. Alors oui, d'habitude on est sur Telegram, là on est sur Twitter, ça fait pas beaucoup de différence si ce n'est que la qualité sera normalement meilleure. Je vous invite à réagir si vous êtes en direct avec le hashtag forum du PDF et on pourra répondre potentiellement à vos questions. Si je les vois en live, je ferai ce que je peux. C'est la première fois que je fais cette émission sur X. Et justement, qui dit bistrot du Parti de la France dit plusieurs invités, et j'en ai plusieurs sous la main, à savoir Vivien, fier militant de Caen. Bonsoir Vivien, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, j'espère que tu vas bien, j'espère que mes camarades vont bien et j'espère que les éditeurs vont bien et je suis très heureux de pouvoir participer à ce bistrot du Parti de la France, version X, anciennement Twitter. Absolument, c'est un plaisir de vous recevoir. Et nous avons également, j'ai envie de dire, qui est le plus éloigné, quelqu'un qui est aux États-Unis, excusez-moi, Arnaud Mille, habitué, j'ai envie de dire, habitué de mes émissions. Comment allez-vous, Arnaud? Ça va très bien et toi? Écoutez, ça va très 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 bien. Et je suis fier d'animer cette émission aussi en compagnie de Jason. Jason, on a pu notamment vous entendre sur une émission avec moi sur l'agriculture. Vous êtes conseiller national, si je ne me trompe pas, du Parti de la France en Occitanie. Bonsoir Jason, comment allez-vous? Eh bien, bien le bonsoir, très, très honoré de participer à mon premier bistrot du Parti de la France. Voilà. Ah, merci beaucoup, et bienvenue au bistrot. Vous savez, le bistrot, c'est quelque chose d'important. Et nous avons enfin, habitué à nos émissions également, responsable Île-de-France du Parti de la France, Frédéric Avalli. Bonsoir Frédéric, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir tout le monde. Je vais très bien, merci encore pour cette nouvelle invitation et ne vous inquiétez pas, c'est bien moi qui vous parle. J'ai eu une extinction de voix consécutive à 2 matchs au stade en Italie, plus un petit coup de froid entre les deux. Voilà, mais je vais essayer de tenir le coup. Donc c'est bien moi qui vous parle et non pas la réincarnation du regretté Alain Dorval qui doublait Sylvester Stallone au cinéma pour les cinéphiles. Très bien, oui, je connais Sylvester Stallone, effectivement, Rambo, Rocky, un film porno dont j'ai oublié le nom, et ce ne sera pas le sujet de ce soir. Au bistrot du Parti de la France, nous parlons de plein de sujets différents, tout en buvant un coup, hein, vous savez, c'est la fameuse coutume, et justement, des actualités, ça ne manque pas comme chaque semaine. Bon, j'ai envie de dire, on va commencer par le moins, je vais pas dire le moins important, mais le moins polémique au plus polémique, si j'ose dire. Tout d'abord, on a le salon de l'agriculture. Et oui, Jason, vous allez bien vous en douter que le salon de l'agriculture, on en parle très, très souvent en ce moment. Et oui, il y a des politiques qui se font réprimander par les agriculteurs, comme François Hollande, notamment pendant cet événement. On a beaucoup de choses qui se passent autour des taxes, autour des syndicats, des lobbies. Jason, est-ce que vous avez Oui. suivi le salon de l'agriculture? Est-ce que ça vous intéresse, le salon de l'agriculture? Mais pas tellement, parce que bon, le salon de l'agriculture, depuis quelques années, c'est devenu un petit peu le défilé, hein, voilà, le bal des hypocrites. Donc bon, et chaque politicard y va, il, il aime y aller parce que il veut se raccrocher à cette France enracinée, cette France agricole, euh, alors que la plupart de notre classe politicarde est déconnectée du réel. Et alors il y a ce saisissant contraste entre la France agricole enracinée et le politicard de cette république à l'agonie qui vient. Bon, voilà, que voulez-vous? J'ai vu Bardella tenir. Enfin, plus ça va, plus je vois Bardella avec des manières homosexuelles. Et là, j'ai vu Bardella tenir son verre de vin d'une façon efféminée. Enfin, bon, tout cela m'a affligé, donc j'ai suivi ça de loin un petit peu. Voilà. Ouais, je rajouterais ce que disait, il a raison, Jason, c'est politicard qui est tout simplement une bande d'hypocrites, hein.
à part parader dans ce salon de l'agriculture, clairement avec, comme le disait Thomas Joly, un selfie avec une vache, ou le sourire béat tout simplement. Mais pendant ce temps-là, les paysans ils sont écrasés de normes complètement et de taxes aberrantes. Donc voilà, pour moi c'est tout simplement des traîtres qui viennent au contact de que ça soit de la coordination rurale ou tout ça, mais voilà, pendant ce temps-là, notre souveraineté alimentaire est sabotée et j'ai envie de dire que tous ces gens qui viennent parader, tous ces politicards, qu'ils dégagent et très vite, parce qu'on n'a pas besoin d'eux, tout simplement pour gérer la France. Voilà. Que ça soit Bardella, que ça soit Et même, Ciotti et compagnie. Et je dirais, et j'abonderais dans le sens de Vivien, que même chez les syndicats de l'agriculture, alors c'est pas le syndicat en tant que tel, mais il y a quelques figures de syndicats qui viennent aussi jouer leur numéro comme les élus. Et c'est pareil. Voilà, il y a des bousculades, il y a des actions, il y a des coups de com'. Alors, moi j'ai une petite affection pour coordination rurale, mais bon, ils sont pas non plus, tous très très bien malins dans leurs actions médiatiques. Voilà, il y a des caméras, chacun joue son numéro. Pour moi, le salon de l'agriculture n'est pas un grand événement en soi. Voilà, c'est un salon où les Parisiens viennent. Et puis les caméras, les journalistes, et chacun essaie de jouer son numéro. Il n'y a rien de bien intéressant. Je ne vois pas l'intérêt de s'y attarder trop longtemps sur cet événement. Oui, tout à fait, oui, je comprends totalement. Vous, Frédéric Cavalier, vous êtes d'accord avec Vivien quand il dit que nous n'avons pas besoin de Bardella pour sauver la France? J'espère, parce que si on avait besoin de lui, on serait mal barré, dans la mesure où plus le temps passe, plus il plonge la tête la première dans le chaudron de la dédiabolisation. Jusqu'où ira-t-il? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus il fait des concessions au politiquement correct. Alors, je parle pas du salon de l'agriculture, qui est de toute façon un passage obligé pour un homme politique, même de gauche, qui sait qu'il va arriver en terrain miné. Mais de manière générale, on reviendra peut-être avec ce qu'il a fait par rapport au meeting de Steve Bannon. Je ne vais même pas revenir sur ses déclarations de pisse-roi lorsqu'il faisait un bilan de la vie de Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc non, malheureusement, c'est dommage parce que le gars est très brillant. Il garde son sang-froid. C'est un très très bon débatteur. Il ne s'énerve pas, et Dieu sait que c'est difficile face aux hyènes comme Apolline de Malherbe notamment. Voilà, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid, qui ne se laisse pas bousculer. Donc ça pourrait être vraiment quelqu'un de très très, vraiment un atout pour la droite nationale. Malheureusement, quand on gratte derrière l'image qui est au top, idéologiquement, c'est un petit peu le vide cosmique, et on se demande si, en étant le numéro 2 de n'importe quel autre parti, il n'aurait pas finalement été aussi crédible et aussi convaincu et convaincant. À voir. Donc, je ne pense pas malheureusement que le salut de la France sera entre les mains de Jordan Bardella. Oui, vaut mieux pas. On serait très déçus. Oui, oui, tout à fait, je peux comprendre. D'ailleurs, petit aparté, Thomas Joly avait partagé il y a 2 heures, donc c'était pas si longtemps que ça quand même. Thomas Joly, je précise, c'est le président du Parti de la France, pour ceux qui commencent à nous découvrir avec cette émission. Jordan Bardella a alors tweeté « La mise à l'arrêt du chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres est une catastrophe pour le développement économique et l'emploi local. Quand Américains et Chinois rivalisent dans l'IA et la conquête spatiale, la France, engluée dans un enfer normatif et juridique qui rend tout projet impossible, ne parvient plus à construire une simple autoroute. »
Moi, je suis d'accord avec lui. Personnellement, je suis d'accord avec lui. On a abandonné l'idée de conquête spatiale. Je veux pas dire qu'on a abandonné l'IA, c'est pas vrai, parce que oui, il y a eu un échec avec Lucie, mais actuellement, on a Mistral, qui, je crois, est plutôt performant et bien supérieur à Lucie, ce qui n'est pas très compliqué. Mais voilà, je fais pas la défense de Bardella, je souligne juste que son tweet est assez pertinent. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Jason? Vous pensez que la France est à la ramasse en termes de technologie et ambition spatiale? Alors, avant de parler de la conquête spatiale, parlons déjà d'une simple autoroute d'une petite autoroute, puisque c'est le sujet là qui fait polémique, le sujet brûlant du jour. C'est que là, on parle d'une infrastructure autoroutière qui ne fait que 80 km. On ne parle pas d'une grande autoroute qui traverse le pays. On parle d'une autoroute qui traverse à peine un département et la moitié d'un autre, à savoir le Tarn et une toute petite partie de l'Haute-Garonne, entre Toulouse et Castres. Donc c'est un projet, pour parler très brièvement du sujet et du projet, il y a toutes les objections, enfin je veux dire, tout a été réglé, toutes les questions foncières, tous les dédommagements, donc toutes les expropriations ont été réglées quasiment à plus de 90% à l'amiable. Toutes les procédures ont été levées, donc le chantier avançait bien. Et en fait, là, on a une décision de justice qui finalement donne raison à tous les crétins crasseux, Babacool, comment dire, tous ces opposants là, comme on les appelle, là, ceux qui étaient à notre... Zadistes. Voilà, les zadistes, à tous ces zadistes, à tous ces hippies qui sont complètement à la ramasse, et on a une justice qui est à côté de la plaque. Là, j'ai vu à l'instant que le plus grand pourvoyeur économique de Castres, qui maintient voilà, ces petites villes de la France périphérique encore, parfois de façon dynamique, parce qu'on a encore de grands entrepreneurs qui sont attachés à ces territoires ruraux, à ces territoires périphériques. Là, en l'occurrence, il s'agit de Pierre Fabre, dont les grands laboratoires Pierre Fabre, donc un des fleurons français, qui songeait, là, il disait, c'est plus possible, nous, on songe à quitter Castres, parce que ben là, c'est plus possible. Là, on a un coup d'arrêt inexpliqué et inopiné de la justice, alors que le chantier avait commencé. Donc là, voyez, voilà, c'est plus possible. On est dans un pays qui est tellement normé, qui ne nuit pas qu'à l'agriculture. C'est toute l'économie qui est plombée par une administration dont on n'en peut plus. Et en fait, donc c'est tout. Donc oui, les grands secteurs économiques, la conquête spatiale, l'IA. Comment peut-elle se développer si déjà de petits projets d'infrastructure sont à l'arrêt? Voilà, je trouve ça déplorable et assez exaspérant. Voilà, quand on a d'autres pays comme en Argentine, aux États-Unis ou dans d'autres, qui défoncent toute cette administration, qui empêche, qui nuit au développement économique, une administration inefficace, parce qu'il en faut une, mais et nous en France, on est l'antithèse de cette efficacité. Voilà, donc c'était voilà, ce petit point d'information sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jason, pour votre intervention. Alors, peut-être que Arnaud qui est des États-Unis, puisque en l'occurrence, le tweet que j'ai cité, il parle des États-Unis. Arnaud, il habite, je rappelle, en Alabama, donc peut-être qu'il a une opinion à donner. Vous trouvez que les États-Unis ont compris nos enjeux actuels et arrivent à être à la hauteur et à rivaliser avec la Chine, tandis que la France, elle, est en retard, Arnaud? Ah oui, je crois qu'il m'avait prévenu. Il m'avait dit qu'il serait absent quelques minutes. C'est pas grave, on va passer au sujet suivant, c'est pas un souci. Le sujet suivant, c'est François Hollande. Vous savez, on l'aime beaucoup, François Hollande. Bon, c'est objectivement peut-être un des meilleurs présidents qu'on a eu ces derniers temps, mais c'est pas parce que c'est le meilleur qu'il est bon. Ce sont deux choses différentes. En tout cas, il a déclaré au Salon de l'Agriculture qu'il fallait faire très mal, qu'il fallait faire très mal à l'économie de Donald Trump,
ce qui est quand même assez audacieux pour un socialiste qui a ruiné son pays. Vivien, est-ce que vous pensez que François Hollande, à l'instar d'Emmanuel Macron peut-être il y a quelques jours, enfin il y a quelques jours, il y a même quelques heures, vous pensez que François Hollande fait peur à Donald Trump et qu'il peut négocier contre lui et lui faire très mal, comme il le dit, un peu comme Bruno Le Maire voulait faire mal à l'économie russe? Je pense pas que François Hollande a les capacités de faire peur à Donald Trump. C'est pas comme, c'est déjà pas le caniche qu'on a comme président de la République qui fait pas peur au lion tout simplement de Donald Trump, ce président qui gère son pays, les intérêts de son pays tout simplement. Donc pour moi, quand Donald Trump, quand François Hollande s'exprime, en fait, je m'en fous complètement. Il a aucun intérêt. Pour moi, il a, il a amené Emmanuel Macron sur un plateau pour la France, hein, clairement, parce que c'est grâce à lui que Emmanuel Macron, quand même, est là aujourd'hui à la tête du pays. Donc, pour moi, François Hollande, voilà, sans aucun intérêt, ce président qui a complètement, ce socialiste qui a ruiné la France, tout simplement. Oui, bah, je pense que vous avez tout dit, vous avez tout dit. Peut-être un mot à ajouter, Frédéric Cavalli? François Hollande, c'est un moindre mal? Je vois de quoi vous parlez, Alexandre. Alors déjà, François Hollande, il faut pas le sous-estimer quand même, parce que il a quand même démontré par le passé, notamment pendant son calamiteux quinquennat, qu'il était très très doué pour détruire, pour réduire à néant une économie. Par contre, manque de bol, c'était la nôtre. Avec celle des autres, honnêtement, je ne sais pas s'il serait aussi performant. D'ailleurs, vu que c'est un pays ami de nos idées, maintenant, les États-Unis, enfin plus qu'avant en tous les cas, j'aurais plutôt envie qu'ils n'y réussissent pas. La dernière fois qu'un dirigeant, qu'un ministre français a voulu mettre une économie à genoux, c'était pas plus tard qu'il y a 3 ans. On voit où on en est aujourd'hui, 3 ans après, et où on en est le pays en question. C'est pas forcément le résultat escompté. Quant à François Hollande, bon, évidemment, je vais pas faire l'apologie d'Emmanuel Macron, ce serait un peu gonflé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est depuis 1981, certains diront 74. Bon, on va pas refaire le débat ici, mais en tout cas depuis plus de 40 ans, le pays est en dégringolade perpétuelle. Et je vous dirais qu'à part une personne, un homme à poigne, un homme providentiel qui aurait pu être Jean-Marie Le Pen, à moins que cet homme-là n'arrive au pouvoir, quel que soit l'homme, enfin le dirigeant, le président de la République qu'il y aura. Alors évidemment, il faut quand même tout faire pour que le moindre mal triomphe de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou d'une espèce de hideuse députée LFI. Mais c'est sûr que ce soit quelqu'un de droite molle ou quelqu'un de solidement ancré à gauche, pas à l'extrême gauche, de toute façon, le pays ne fera que continuer dans le déclin. Donc François Hollande, évidemment, son bilan est calamiteux. C'est un véritable désastre pour la France, mais ne lui collons pas tout sur le dos. Il n'a jamais été que le continuum de Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Macron. Je ne sais pas s'il a fait mieux ou pire, mais voilà, je dirais que c'est dans le prolongement de la dégringolade. Pour moi, c'est plus la classe politique française qu'il faut prendre pour cible de nos critiques, évidemment. Voilà, mais je pense que ces déclarations, en tout cas, étaient grotesques, mais ça ne m'étonne pas de la part de ce sinistre personnage. Quand on entend, quand on entend vos propos à un homme qui a de la poigne, un homme providentiel qui permettra de grandes choses, moi, Arnaud, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tout de suite pensé à Donald Trump pour les États-Unis finalement. Il nous faudra un Trump français. Oui, alors oui, ça je suis d'accord. Après, le second mandat de Trump qui a commencé le 20 janvier, s'annonce radicalement différent du premier mandat de Trump de 2017. Parce que si vous vous rappelez, à cette époque-là, quand Donald Trump s'est présenté d'abord en tant que candidat à l'investiture du Parti républicain, personne ne le prenait au sérieux. Il avait fait une belle campagne, mais en fait, ça donnait vraiment l'impression de quelqu'un qui avait été élu par accident. Et il a été obligé de faire une équipe autour de lui,
au fur et à mesure, une équipe avec beaucoup de gens qui lui avaient été recommandés par le Parti républicain et qui n'ont pas vraiment fait du bon boulot. Je pense à William Barr, je pense à des gens comme Nikki Haley, comme John Bolton, etc. Là, le deuxième mandat de Trump, c'est un homme providentiel, oui, dans le sens où il a fait vraiment une campagne personnelle en disant, voilà, j'ai été président 4 ans, vous avez vu, l'économie était formidable, je suis parti pendant 4 ans, maintenant c'est un désastre. Certes, mais la vraie différence ce coup-ci, c'est que Donald Trump, il vient avec une vraie équipe de gens qui sont compétents et qui ont chacun un programme pour leur administration. Oui, c'est clair. En plus, on C'est a une, Elon Musk. En plus d'avoir l'homme providentiel, c'est on a ça. l'homme. Voilà, on a. Bah, Elon Musk, je sais pas quel titre lui donner, mais j'apprécie beaucoup à titre personnel Elon Musk. Et je pense qu'il fera, et il a fait déjà de grandes choses. Et en parlant de Trump, vous savez qu'Emmanuel Macron est allé rencontrer Donald Trump en lui disant, bon, Donald Trump, faut qu'on parle 2 minutes, il faut qu'on parle de la guerre en Ukraine. Si on écoute BFM TV, si on écoute les médias français, Emmanuel Macron revient victorieux. Il revient victorieux de Washington et il affirme sa stature internationale et son leadership européen carrément. Sauf qu'en réalité, Donald Trump annonce à peine 2 jours après cette fameuse négociation, une taxe de plus de 20% sur les produits de l'Union européenne. Taxe de 20% sur les produits de l'Union européenne. Voilà comment a négocié Emmanuel Macron, finalement. Jason, est-ce que vous êtes déçu du leadership d'Emmanuel Macron? Aviez-vous espoir? Non, mais c'est vraiment, on s'est fait humilier. Enfin, Macron est venu. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors oui, on sait que Macron était narcissique, mais au point de se faire pisser dessus à Washington, c'est complètement déplorable. D'ailleurs, juste pour anecdote, on s'est quand même fait humilier doublement, puisque à la fois le président et son opposition, Bardella, président du premier parti d'opposition, on s'est fait doublement humilier par le même parti, que ça soit. Enfin, Bannon est un lieutenant de Trump, plus ou moins. Donc Mais pour revenir sur les droits de douane, bah oui, on a un président américain qui applique un protectionnisme économique intelligent, qui a très clairement annoncé qui mettrait des droits de douane sur des produits que les États-Unis importent et que l'Europe n'importe pas, notamment l'automobile, il a cité, mais il y a d'autres secteurs, donc par pur bon sens. Et donc, il impose réellement son leadership, puisque Trump a dit, mais maintenant c'est moi, l'Union européenne a été faite pour nous emmerder, alors pas que pour nous, pas que pour les États-Unis, que pour tous les citoyens européens d'abord, mais et maintenant, puis il a fini, il a dit, et maintenant c'est moi le président, donc ça, les choses vont changer, et oui. Donc, que dire, on a un Trump on a un Macron, pardon, qui s'est fait humilier sur sa gestuelle, sur son savoir-être. On l'a vu, toute la mise en scène de Trump, et un Macron d'une docilité, voilà, qui s'assied à côté de Trump au bureau ovale, enfin, comme un misérable petit collaborateur. Voilà, c'est le vassal qui est allé voir son suzerain, et maintenant, on est cocu, qui plus est, puisque Trump n'a aucun respect et je le comprends, pour ses alliés, si on peut appeler ça alliés européens, qui ont été des laquais pendant 4 ans, des laquais très serviles pendant 4 ans sous Biden. Je pense que Trump a observé ça et il a dit non, c'est plus possible, ces gens ne sont pas respectables, ces chefs d'État européens ne sont pas respectables, donc je ne les respecte pas. Voilà, donc, que voulez-vous que je vous dise? Tout à fait. Et Vivien, je vois que vous avez la main et non le bras, attention, levé. Est-ce que ça veut dire que vous voulez prendre la parole? Oui, non, mais comme j'ai coupé, je ne sais pas où c'en était. Je disais que quand j'entends les macronistes qui parlent d'une réussite, je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que j'ai bugué, qui parlent d'une réussite de la visite, enfin, j'appelle plutôt ça une visite, parce que quand même, quand on voit comment Macron a été accueilli, clairement aux États-Unis par Donald Trump, enfin, qui n'a même pas été accueilli devant la porte par Trump,
Quand j'entends ces macronistes parler de réussite, c'est du foutage de gueule, en fait. C'est complètement de l'enfumage pour bobos, décérébrés, en fait. Ce pantin de Macron qui est arrogant, hein, clairement, parce que, faut pas oublier qu'il est arrogant. Pour moi, il s'est fait complètement balayer, hein, par Trump, hein, clairement, comme le disait, Jason, quand on voit déjà rien que la scène où Donald Trump occupe son bureau et qu'on trouve une malheureuse petite chaise, à la carte du bureau, pour Macron, enfin, c'est l'humiliation complète, clairement. Et puis, clairement, voilà, sur le conflit, Macron, bah, il a perdu complètement la main. Il est plus du tout dans le jeu, hein. Maintenant, c'est un pion, complètement, humilié par un vrai leader, tout simplement. Les Américains ont un leader que la France n'a pas. Nous, la France, clairement, elle mérite carrément mieux que ce valet des mondialistes qui est Emmanuel Macron, tout simplement. Nous avons eu, j'ai envie de dire, un directeur de banque plutôt qu'un chef d'État. C'est un directeur, même pas un directeur de banque, un banquier mauvais de surcroît, plutôt qu'un homme d'État capable, effectivement. Effectivement. Un homme d'État capable qu'aurait pu avoir... Ah, allez-y, Frédéric Cavalier, vous voulez prendre la parole, je vois? Non. Bon, c'était juste une parenthèse historique, mais alors je vais pas dire que la dernière fois que j'ai vu ça, parce que j'étais pas né, même moi, hein, vous vous rendez compte, en 1938, mais en fait le fait que un chef d'État français ou président du Conseil, un peu importe, mais revienne d'un sommet victorieux comme ça me fait penser à Daladier qui est revenu triomphant des accords de Munich en 1938 et évidemment un an après vous connaissez la suite. Mais je veux pas dire que ça va être comme ça, mais voilà, ça m'a rappelé l'histoire de Daladier en 38. Voilà. Très 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 bien comme rappel historique, c'est important d'avoir des connaissances historiques quand on veut faire de la politique. Arnaud, je vois que vous voulez prendre la parole également. Non, pas spécialement. Ah pardon, j'ai vu votre spectrogramme s'afficher. Bah continuons alors, parce qu'un chef d'État capable qu'aurait pu avoir la Roumanie, c'est évidemment, vous savez, Georgescu Calin. Georgescu Calin qui a fini premier du premier tour des élections présidentielles l'année dernière. Oh, les élections se sont fait annuler par le Conseil constitutionnel. Et globalement, nous avons Thomas Petit. Thomas Petit, c'est un conseiller national du Parti de la France. Moi, quelqu'un que je trouve très bien, personnellement. Je sais pas, j'ai le flair, mais je pense qu'il va rejoindre le bureau politique un jour. Et il est étudiant en Roumanie, ce Thomas Petit. Il étudie la théologie orthodoxe et il nous a fait un communiqué de presse pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et je vais donc vous le lire. Après la scandaleuse invalidation de l'élection présidentielle qu'il avait remportée en novembre dernier, Calin Georgescu, le candidat nationaliste roumain, a été arrêté aujourd'hui par la police, alors qu'il compte se présenter en mai lors du nouveau scrutin. Une nouvelle fois, les mondialistes ne digèrent pas le fait que les Roumains expriment le souhait de défendre leur nation et leurs traditions. Ils font taire leur voix en utilisant les prétextes les plus farfelus sans aucune preuve. C'était bien la peine de se débarrasser de Ceausescu pour en revenir aux mêmes méthodes avec les opposants du régime en place. Et d'ailleurs, je crois que ça va encore plus loin que ça, parce qu'il me semble que Calin, il a même plus le droit d'avoir de compte sur les réseaux sociaux, il a des restrictions absolument abusives. Finalement, bon, je sais pas ce que vous en dites. Oui, parce que Calin était bien pressenti pour gagner en Roumanie. L'Union européenne n'a pas supporté l'idée d'avoir un parti nationaliste roumain à la tête du pouvoir. Et donc il l'a complètement écarté. C'est probablement lié au fait qu'il soit pro-russe aussi. Il est clairement pro-russe et pro-Poutine. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ça peut jouer. Peut-être une réaction, mon cher Arnaud? Oui, ben, c'est tragique de voir à quel point l'Union européenne est en train de tourner on est en pleine dérive autoritaire, là. Je veux dire, d'annuler l'élection entre les deux tours il y a quelques semaines, maintenant d'arrêter le candidat alors qu'il s'apprête à refaire une élection. Enfin, c'est tragique, quoi. Et en fait, ça me fait penser au discours du vice-président américain J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich il y a quelques jours, il y a 2 semaines, je crois, ah, où en fait, on s'aperçoit que l'Union européenne n'a pas du tout des valeurs démocratiques et des valeurs libérales en fait qui caractérisent les civilisations occidentales. C'est là maintenant l'Union européenne a montré que elle est vraiment sur une dérive autoritaire. Et je pense à comment elle s'appelle, Thierry Breton,
qui n'est plus commissaire européen, mais qui l'a longtemps été, et qui, il y a quelques semaines, à la télé, était tout fier de dire on a fait annuler les élections en Roumanie, et si on doit le faire en Allemagne, on le fera en Allemagne. Donc, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, l'Union européenne, ça commence à ressembler à l'Union soviétique, en fait. Vu des États-Unis, c'est quand même assez incroyable qu'on arrête un candidat, qui plus est un candidat qui est donné gagnant par tous les sondages, quoi. Donc enfin, je pense que l'Union européenne, là, elle est vraiment en pleine dérive, parce que maintenant, ils cherchent même plus à se cacher, quoi. Ah bah là, c'est clair, surtout que bon, on parle quand même de l'Union européenne, soi-disant le respect du vote démocratique, chaque voix compte, il est important de voter. Là, il y a eu un doigt d'honneur qui a été mis, un doigt d'honneur qui a été envoyé au souverain roumain. Qu'est-ce que vous en pensez, Jason? Oui, bah oui, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit mon camarade Arnaud, mais effectivement, pour paraphraser Jean-Marie Le Pen, une déclaration de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, on se croirait chez les bolcheviks. C'est exactement ça. Alors, je comprends. Alors, peut-être que si c'était un autre pays de l'Union européenne, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de pression. Mais là, pourquoi la Roumanie? La Roumanie, pour faire un bref rappel géographique, se situe à la frontière orientale. Elle touche à la fois la Moldavie et l'Ukraine. Et donc l'Ukraine, conflit actuel entre la Russie et l'Occident, enfin une partie, puisque c'est en train de se résorber côté américain, plus le côté, plus le cas de la Transnistrie en Moldavie, qui est une zone où les Russes ont des facilités militaires sur ce territoire qui échappe à l'autorité moldave et qui est peuplé majoritairement de Russes et d'Ukrainiens, enfin de Slaves plus que de Latins orientaux. Donc la Roumanie est un pivot. Si jamais la Roumanie, qui permet d'ailleurs le transit d'armement et autres matériaux et d'hommes de soutien pour l'armée ukrainienne dans le conflit contre la Russie. Si la Roumanie donc voilà, bascule d'un gouvernement, je sais pas moi, similaire à celui de Robert Fico en Slovaquie ou de Viktor Orban en Hongrie, ça risque de compliquer et de ne pas faciliter l'effort des Européens dans le soutien à l'Ukraine contre la Russie. Donc la Roumanie doit être absolument préservée de toute velléité, je dirais, comment dire, indépendantiste, souverainiste finalement, indépendantiste vis-à-vis de cette Union européenne. Et donc tous les moyens sont employés pour la maintenir dans le giron, je dirais, occidental, enfin Union européenne, je ne sais plus comment trop, occidentale, c'est plus trop le bon terme, puisqu'il y a eu le changement de paradigme aux États-Unis, mais voilà, on va dire sur l'alignement de Bruxelles. Voilà, je formulerai ça comme ça. Merci beaucoup, Jason. Et vous, je pensais, Frédéric Cavalli, vous êtes très souvent pertinent, j'ai envie de dire, sur la réaction, voilà, la réaction du peuple, comment va appréhender le peuple cette nouvelle. Bref, comment réfléchit le peuple. Et je vous pose cette question, peut-être que le traitement de câlin pourrait montrer à certains que l'Union européenne n'a peut-être pas un visage aussi radieux. Peut-être que ça montrera à certains la réalité de ce qu'est l'Union européenne, à savoir un régime de plus en plus autoritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment le peuple pourrait réagir face à ça, qu'il soit roumain ou français ou européen? Alors, moi déjà, je vais bien me Ou garder italien. j'ai bien me garder de remettre sur la table le Frexit, puisque c'est pas du tout le débat ce soir. Et de toute façon, j'ai toujours pensé qu'il fallait pas que ce soit l'alpha et l'oméga d'une politique nationaliste. C'est un point, enfin, ça vient en seconde partie. Hein, on n'est pas le Front National de 2017 avec Philippot. Par contre, c'est vrai que cette ingérence fait quand même peur. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'un dirigeant de droite nationale arrivant à la tête de la France ou d'un autre pays, mais là en l'occurrence c'est la France qui nous intéresse, ne devra pas se laisser marcher dessus par les technocrates de Bruxelles et devra vraiment
Alors, je vais pas ressortir la phrase un petit peu colorée de Thomas Joly, mais enfin, il faudra qu'il pose des choses sur la table et pour montrer à l'Union européenne, dès qu'il sera arrivé au pouvoir, que c'est nous qui commandons, ce sont les nationalistes français et pas les technocrates europoïdes, pas comme Mélanie par exemple, même si c'est vrai que elle a moins de latitude qu'un président de la République, puisque même si en Italie le président de la République fait le café, il a quand même le pouvoir de la destituer et elle n'a pas la majorité absolue. Alors concernant la réaction du peuple roumain, je ne vais pas accabler ces braves gens. Que j'apprécie beaucoup, à part évidemment la minorité tzigane qui voilà, je réfute tout amalgame, n'a rien à voir avec le roumain moyen. Du coup, je suis un petit peu déçu parce que je les ai connus bien plus virulents et bien plus prompts à descendre dans la rue, notamment lors de la révolution de 1989. Où alors ils n'avaient pas accroché la tête des Ceausescu à un pic, mais en tout cas ça avait permis leur exécution, même si après on s'est aperçu qu'il y avait un petit côté mascarade. Voilà, mais donc je suis un petit peu déçu. Je pensais que bon, c'est vrai que les Français sont un petit peu anesthésiés à coup de propagande médiatique, BFM, LCI. Voilà, puis en plus, on est en train d'essayer de supprimer les quelques chaînes modestement et mollement de droite qui subsistaient. Donc, c'est vrai que du peuple français, malheureusement, je n'attendrai pas grand-chose. Enfin, je n'espère pas grand-chose. Par contre, du peuple roumain, je pensais qu'il se serait un petit peu plus insurgé, notamment aussi parce que je pense que dans les rangs de ce parti, il y a des éléments autrement plus extrémistes et virulents qu'au sein du Rassemblement national, par exemple, dans l'hypothèse où ce scénario s'appliquerait aussi à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Voilà, donc je m'attendais à un peu plus de nerfs de la part du peuple roumain. Alors attention, hein, je n'appelle pas à la violence, au terrorisme et à l'insurrection, mais voilà, sortir dans la rue, manifester son indignation, faire des sit-ins un petit peu comme les Ukrainiens avaient fait en 2004, par exemple. Et concernant, voilà, je pense que le problème aussi, parce que il y a souvent des gens qui me disent, mais des gens de notre bord, Alexandre, qui me disent, oui, mais quand même, on devrait s'inspirer des gauchistes. Eux, ils ont pas peur de descendre dans la rue, crier leur indignation, ils se mobilisent, ils se battent, etc. Alors moi, j'ai deux choses à répondre à ça. C'est que nous, les gens de droite, contrairement aux gauchistes, on l'a vu à Vermines-sur-Isère l'année dernière, dès qu'on essaye de descendre dans la rue, on nous envoie un troupeau de CRS pour au mieux nous matraquer, au pire nous incarcérer et nous juger de façon arbitraire, séance tenante. Et l'autre chose, c'est que quand on vit en adéquation avec ses idées, c'est-à-dire un militant de droite, eh bien, il travaille parce que c'est quelqu'un d'actif, la valeur travail, c'est quelqu'un aussi, la valeur famille, qui se préoccupe de fonder une famille avec sa femme pour avoir des enfants et les éduquer. Donc, évidemment, La valeur on patrie. a, voilà, j'ai préféré vous le laisser. Mais en tous les cas, je pense que nous avons, heureusement, malheureusement, c'est un autre débat, mais beaucoup moins de temps à nous consacrer aux manifs de rue que le gauchiste moyen, qui évidemment, lui, vit souvent de l'assistanat, ou alors pour les gauchistes bourgeois, des subventions de papa-maman, hein, comme c'était le cas pour Clément Merdic, par exemple. Et dernière chose, ce sont des gens qui, de toute façon, soit par idéologie, parce qu'ils ne veulent pas détruire la planète en faisant des enfants, ils préfèrent laisser ça à leurs idoles africaines, immigrées, ou aussi parce que ils sont incapables d'avoir des responsabilités tant professionnelles que familiales. Eh bien, ces gens-là, forcément, ils ont beaucoup plus de temps libre que nous pour se mobiliser. Donc voilà, je dis pas, attention, ce que je dis, c'est pas une excuse pour dire que nous, on a moins à se mobiliser que les gens de gauche, mais c'est aussi pour rappeler que nous, les gens de droite, dans notre quotidien, on a des responsabilités que malheureusement, le gauchiste crasseux, antifa ou autre black bloc profanateur de tombes, lui, a. Oui, Si oui, je me trompe pas, allez-y, Julien. Alexandre, il y a une manifestation qui va être organisée le 1er mars, je crois,
pour enfin, suite à ce coup de poignard, parce que moi j'appelle ça un coup de poignard, hein, par rapport à cette hydre totalitaire qu'est l'Union européenne. Clairement, ils ont carrément tremblé face à la montée des nationalistes tout simplement en Roumanie. Et j'espère que les Roumains vont réagir parce qu'ils vont pas se soumettre à ces chiens galeux de l'élite mondialisée tout simplement. Donc voilà, ils ont voulu étouffer le peuple, hein, clairement. Donc j'espère que les Roumains descendront en masse et embraseront les rues de Roumanie, tout simplement, face à ce coup de poignard, face à cet étouffement tout simplement. Enfin, moi, tout à l'heure, j'entendais bolchevique. Oui, oui, tout simplement, c'est les pires régimes communistes, hein, clairement. Ces gens ont des méthodes des pires régimes communistes plutôt que d'avoir voulu affronter la volonté populaire dans les urnes, tout simplement. Donc voilà, c'est l'hydre totalitaire de l'Union européenne. Ça montre le vrai visage tout simplement de l'Union européenne. Et oui, tout simplement, samedi 15h, Paris Panthéon, il y aura bien une manifestation. Voilà, les Français veulent des actes contre l'insécurité, contre le laxisme judiciaire. Le Parti de la France appelle bien évidemment tous ces militants en Île-de-France ou même voilà ceux qui sont un peu plus loin à participer à cette manifestation. Concernant le sujet suivant, alors peut-être que vous vous en rappelez plus, parce que ça date quand même, ça date d'il y a 20 ans, c'est à propos de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin était Premier ministre sous Jacques Chirac, et globalement, Thomas Joly nous partage une réflexion intéressante. Thomas Joly nous partage une réflexion intéressante, et je vais vous la lire de ce pas. Il nous dit « Dominique de Villepin, ce vieux fantôme de la droite mondaine, revient sur le devant de la scène comme par enchantement. Sa soudaine exposition médiatique, purement artificielle. Savement orchestré par ce système qui recycle indéfiniment le même personnel politique discrédité. Villepin, c'est l'incarnation, parfaite de cette élite hors sol, cosmopolite et méprisante qui rêve d'un pouvoir sans enracinement populaire. Sa candidature en 2027 ? Une illusion. Les Français n'en ont que faire de ces aristocrates du verbe qui, sous prétexte d'élégance diplomatique, n'ont jamais eu le courage du peuple. Alors Arnaud Mille, excusez-moi, ça vous parle, Dominique de Villepin, vous pensez vraiment qu'il pourrait être un candidat crédible pour 2027 ? Non, pour moi non. C'est quelqu'un que je n'apprécie pas beaucoup, Dominique de Villepin. Je sais que en France, il est très populaire, spécialement à droite, mais pour moi, il y aurait beaucoup de choses négatives à dire sur Dominique de Villepin. Déjà, c'est un piètre stratège politique. Il faut se rappeler que la dissolution de 1997, qui a mis au pouvoir Lionel Jospin avec la gauche plurielle, qui était une coalition entre les écolos de Dominique Voynet, le Parti communiste de Robert Hue et le Parti socialiste. Ils sont arrivés au pouvoir en 1997 suite à la dissolution qu'avait conseillé Dominique de Villepin. Donc, toutes les erreurs du gouvernement Jospin ne seraient pas arrivées s'il n'y avait pas eu cette connerie qui a été faite sur ordre de Dominique de Villepin. Il faut quand même rappeler que sur cet espace 1997-2002, il y a eu énormément d'erreurs qu'on continue à payer aujourd'hui. Il y a eu déjà un début de démantèlement du nucléaire, à l'époque où Dominique Voynet était ministre de l'Environnement, avec les fermetures des centrales Superphénix. Il y a eu les 35 heures, hein, la loi Strauss-Kahn-Aubry, portant le travail hebdomadaire à 35 heures, qui est quelque chose qui a coûté énormément à la compétitivité du pays, etc., etc. Donc, je pense que déjà, rien que pour ça, Dominique de Villepin, piètre stratège. À côté de ça, j'ajouterais que Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance, puisqu'en fait, c'est une sorte de gauchiste en fait qui est engagé à droite. Derrière ses apparences d'homme de droite responsable, en fait, quand vous regardez le discours qu'il tient, notamment aujourd'hui sur la Palestine, sur l'Algérie, etc., c'est que ça pourrait être quasiment des propos qui sont tenus par Jean-Michel Apathy. Donc, moi, Dominique de Villepin, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas du tout. Et quant à son discours aux Nations Unies en 2003, je pense que là aussi, c'est quelqu'un qui a malheureusement rentré dans l'histoire par accident,
parce que bon, le discours, il faut savoir qu'il a été écrit par Bruno Le Maire. Il faut savoir que Dominique de Villepin, quand il fait ce discours contre la guerre en Irak, c'est principalement parce que l'Allemagne n'est pas en mesure, en 2003, d'envoyer des troupes en Irak, alors qu'elle a déjà des troupes en Yougoslavie et des troupes en Afghanistan, et qu'il fallait surtout pas laisser les Allemands tout seuls, être le seul pays occidental à ne pas faire partie de la coalition. C'est la vraie raison pour laquelle le gouvernement Chirac n'a pas suivi les États-Unis dans la guerre en Irak, guerre en Irak qui était une erreur, mais ça c'est un autre sujet. Et j'en veux pour preuve la conférence d'Évian qui a eu lieu un petit peu après la guerre en Irak. Euh, je crois que c'était le G8, c'était le G8 qui était à Évian. Enfin, il y avait une conférence internationale à Évian en 2003, juste après le début de la guerre en Irak, et où le gouvernement français, donc de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, avait une position complètement différente de celle exposée par Villepin dans son discours à l'ONU. Donc ça, c'était de l'esbrouf, en fait. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit une personne qui mérite les suffrages de nos concitoyens. Oui, oui. Moi, Allez-y, viens. je pense pas que c'est la solution qu'on nous ressorte ce vieil éléphant, clairement, du système. À chaque fois, on nous ressort quelqu'un d'un placard. De Villepin, c'est carrément un recyclage, hein, c'est un énième politicard qui a déjà usé son incompétence. Clairement, quand j'entends les médias, là, actuellement, ouais, comme tout à l'heure disait Arnaud, les gauchistes, les médias gauchisés, qui nous le vendent comme un sauveur. Je crois que c'est LCI qui l'invite souvent. Clairement, c'est fossile, on n'en veut pas de ces gens-là. Ils ont vendu la France, clairement mondialiste. Donc, à un moment donné, voilà, place à une rupture nationale et je dirais à ces pantins interchangeables. De Villepin, c'est pas la solution. C'est ni comme actuellement ce qui est ministre de Retailleau. Tous ces gens-là, c'est bon, ils ont usé la France. Enfin, ils ont usé de leur incompétence. À un moment donné, il est temps de changer les choses. Oui, oui, totalement d'accord avec vous. Vous, Frédéric Avalli, alors, vous allez me dire que c'est un moindre mal, Dominique de Villepin? Alors, ça va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours, ça. Alors, non, alors Alexandre, par contre, moi, il y a quelque chose que je voulais vous dire par rapport à, alors pas forcément Dominique Villepin, c'est qu'en fait, le système, lorsqu'il est en difficulté, a une faculté énorme, hein, une sorte de capacité de survie énorme à faire fabriquer de toutes pièces par les médias, qui sont leurs alliés, plus que leur allié objectif, à faire fabriquer une candidature de toutes pièces. Alors, je pense que très peu d'entre vous étaient nés ou s'en souvenaient, mais en 1995, la gauche, par exemple, il y avait Jospin qui avait été un petit peu, enfin, François Mitterrand avait essayé de savonner la planche à Lionel Jospin parce qu'il avait eu des déclarations peu amicales envers François Mitterrand et de sa position par rapport à la repentance de la France par rapport à la Shoah. Et en fait, le centre-gauche se cherchait une sorte de sauveur parce qu'il était clair que ça allait être la droite soit de Balladur, soit de Chirac qui allait l'emporter. Et ils avaient sorti de leur placard bruxellois un certain Jacques Delors, que Martine Aubry connaît bien, et pour cause. Et en fait, Jacques Delors, ce n'était pas moins qu'un technocrate europoïde, alors à la brillante carrière, hein, il était aux affaires bruxelloises, aux affaires européennes, et c'est un peu le Michel Barnier des années 90, mais avec une carrière encore plus brillante derrière lui. Mais en fait, le truc, c'est que Jacques Delors, ne voulait absolument pas de ce poste de président de la République parce qu'il avait estimé, à juste titre, que le costume était trop grand pour lui. Du coup, après, voilà, ça avait fait, comme disait Chirac, ça avait fait pchit. Et par contre, en 2017, lorsqu'ils ont vu que François Hollande était donné à 2% dans les sondages et que ça allait être un candidat de droite. Évidemment, c'était une posture, hein, puisque à 20h02, il a appelé à voter Macron contre Marine Le Pen, mais que ça allait être François Fillon, un candidat à l'image un peu réac, catholique, conservatrice, qui allait remporter la présidentielle. Ils se sont dépêchés de fabriquer de toutes pièces la candidature Macron. Et là, ce qui va se passer en 2027, c'est qu'il va y avoir 3 blocs bien distincts. Les centripotents, la droite molle, c'est fini. Vauquier, je pense qu'il ferait pas plus de 5%. Le Parti socialiste,
maintenant, bientôt, il faudrait faire un débat avec des archéologues pour en parler. Donc, finalement, le système va essayer de fabriquer de toutes pièces une personne, je dirais républicaine, consensuelle, un petit peu ce qu'on a à la tête de la France depuis maintenant bientôt 8 ans. Et le système, le pouvoir médiatique va, je vous l'annonce, va fabriquer de toutes pièces une candidature bidon. Ils vont faire monter en épingle quelqu'un, ils vont lui donner une super belle image, l'inviter à toutes les émissions. Ils vont vraiment lui faire une super biographie. Et alors, François Bayrou, il est grillé, là, c'est clair. Barnier aussi. Pour l'instant, le favori, je pense que Gabriel Attal est peut-être un petit peu roquet gauchiste pour le système. Donc, ce sera pas lui non plus. Donc, pour l'instant, le favori des médias, à la limite, je trouve qu'il est presque pire que Dominique de Villepin. Je sais pas, rien on dirait Fantomas. Mais pour l'instant, c'est Édouard Philippe. Mais attention que à la dernière seconde, le système et les médias ne nous sortent pas fabriquer de l'usine le candidat Dominique de Villepin qui nous présenterait comme si c'était le perdreau de l'année, alors qu'il n'aura jamais été qu'un premier ministre larbin de Jacques Chirac qui en fait s'était servi de lui pour essayer de contrer le sarkozysme qu'il trouvait beaucoup trop à droite pour lui, rendez-vous compte. Donc voilà, je dis évidemment Dominique de Villepin, nous militants, dirigeants et cadres du Parti de la France qui connaissons bien son CV, évidemment on n'y croit pas une seconde tant ce serait ridicule, mais n'oublions pas que le système a vraiment un instinct de survie et de fabriquer comme ça des candidats de toutes pièces qui dépassent l'entendement. Donc, je n'y crois pas, mais prudence. Juste pour appuyer ce que dit Frédéric, il a raison. On veut nous inventer un sauveur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait rentrer Dominique de Villepin. Donc, vous savez, il y a des intentions de politique préférée des Français. Et il a fait son entrée fracassante dans ce sondage. Donc, comme tu le dis, c'est préfabriqué. Donc voilà. Donc de Villepin, pour l'instant, tu disais Attal, mais de Villepin est un peu, comment il s'appelle, celui le maire du Havre, mais de Villepin fait une entrée fracassante dans ce sondage. Donc voilà, les médias gauchisés nous inventent un sauveur tout simplement. C'est pas un hasard, Vivien. D'ailleurs, c'est amusant parce que Arnaud avait parlé de Jean-Michel Apathy et il me fait ma transition parce que j'allais vous parler de lui justement. Alors je rappelle que Jean-Michel Apathy avait qualifié notre affiche de Donnons un avenir aux enfants blancs d'incroyable. Il a dit que cette affiche est absolument incroyable et il a aussi dit que le pire du pire se libère. Et justement, il faudrait libérer Jean-Michel Apathy, parce que Thomas Joly a fait un tweet avec un sondage, et le sondage est le suivant: faut-il expulser Jean-Michel Apathy en Algérie? 95%, oui, il dégage en Algérie. Ont répondu oui. Voilà. Vous dites oui aussi à 100%? Bien sûr, il dégage en Algérie, on n'a pas besoin de lui. Ah là là, Jason... Jean-Michel Apathy. On peut l'échanger contre l'écrivain là, dont j'ai oublié le nom là, Ah oui, Boualem Samsem, je crois. Boualem Samsem. Voilà, on leur envoie Jean-Michel Apathy en contrepartie. Je pense qu'on a un deal là. C'est un mercato intéressant. Allez-y, Jason. C'est vrai que sa vacuité est d'ordre olympique. C'est de l'aplaventrisme comme rarement peuvent faire d'autres journalistes. Je pense qu'il est médaille d'or olympique, du moins champion de France dans sa catégorie. Et je voulais juste donner une petite anecdote concernant le sieur de Villepin. Il faut savoir que de Villepin, puisque tous les autres intervenants ont bien qualifié de Villepin de gauchiste, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin est surtout très populaire à gauche. N'oubliez pas qu'il avait été invité à la fête de l'UMA, en guest star à la fête de l'UMA. C'est vrai. Et il avait été applaudi chaleureusement, tandis que le pauvre Ruffin, qui avait été, photographié en compagnie de notre président Thomas Joly, avait été hué. Enfin, bon, bref, les gauchistes sont plus à une contradiction près, mais
Et puis De Villepin, surtout, il vit actuellement de sa rente, comme j'ai dit, d'une rente de son discours, justement contre l'asservissement américain. Voilà. Mais après, ça reste un gauchiste mental. Très cosmopolite, catastrophique. Hein. De Villepin, c'est un boomer dans toute sa splendeur. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et Apathy, c'est pareil. Alors lui, c'est le champion des boomers. Pareil, ils sont de la même génération. Hein. Je ne sais plus quel âge il a. Apathy, quoi, 60, 65 par là. Bon. Lui, c'est le champion du wokisme. D'ailleurs, il s'en prévaut. Comment dire, de façon ouverte et réitérée avec les jeunes gauchistes de Sciences Po, de son émission là, de quotidien, hein, c'est exactement ça. L'émission à laquelle il est chroniqueur quotidien, c'est l'émission des jeunes fils de pute de Sciences Po, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre. C'est typiquement cette sociologie. Je suis sûr que le public, les participants, c'est vraiment la fabrique Sciences Po, quoi. C'est cette médiocrité totale woke. Il faudra. Alors c'est bien. On a peut-être, je dirais, on a peut-être viré Cyril Hanouna de la télévision, qui n'a, comment dire, au moins on pouvait lui donner le mérite qu'il y avait une certaine liberté d'expression, un certain ton qui était donné, mais bon, il faudra aussi penser à virer Yann Barthès et tous ses acolytes et expulser évidemment expulser Jean-Michel Apathy en Algérie. Très bonne idée. Oui. Allez-y, Arnaud. Et Jean-Michel Apathy, je ne sais pas s'il est sincère ou si c'est quelqu'un qui fait juste de la provocation. Parce que vous vous rappelez quand il avait en interview, on lui avait demandé quelle décision il prendrait s'il était en responsabilité ou quelque chose comme ça, ce genre de questions bateau. Et il avait dit: je raserai Versailles pour que les gens ne viennent plus célébrer l'héritage français. Oui, c'est vrai. Depuis ce jour-là, j'ai du mal à croire que ce mec soit que ses opinions soient honnêtes. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui a compris que pour garder sa place à la télé, il fallait qu'il soit choquant, en fait. Et j'ai l'impression qu'il est dans une espèce de surenchère, comme ça. Ses propos sur l'Algérie, c'est pareil. Enfin, c'est toujours une surenchère. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui essaye de garder son poste à la télé. Et vu que c'est un boomer, vu que c'est pas forcément facile pour lui, il a trouvé ce filon. C'est l'impression que ça. Non, mais c'est vrai, tu as raison, Arnaud. Bon, je pense que Apathy est sincèrement gauchiste, ça on ne lui enlève pas, mais c'est vrai qu'il a une tactique de provocation, on va dire gaucho-woke, alors oui, peut-être pour se maintenir, vu que c'est un mâle blanc cisgenre de plus de 50 ans. Oui, c'est probable. Moi, je C'est dirais l'impression que ça donne. Hein. Moi, je dirais que c'est un valet du système, simplement avec son arrogance de bobo parisien. Là. Il pense qu'à donner des leçons au peuple, tout simplement, alors qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Il n'est pas parisien. Il n'est pas parisien, d'ailleurs. Il joue sur cet aspect-là. Il n'est peut-être pas parisien, mais il a une arrogance de bobo parisien, tout simplement. Voilà, il crache sur la France à longueur de temps, tout simplement. Et oui, et on rappelle pourquoi il y a eu ce fameux sondage, c'est tout simplement parce que suite à l'attentat, à l'assassinat qui est sur Mulhouse, vous savez, on en parlera tout à l'heure après, bien évidemment, et bien évidemment des élections en Allemagne, il y a eu tout simplement une interview de notre ami Jean-Michel Apathy sur RTL qui nous dit que en Algérie, il y a eu des centaines d'Oradour-sur-Glane. Et oui, quand même. Donc le journaliste, excusez-moi, lui demande alors nous nous sommes comportés en Algérie comme des nazis. Ensuite, Jean-Michel Apathy, excusez-moi, a répondu, excusez-moi d'avoir du mal à lire, mais c'est tellement ahurissant ce que je lis là que j'ai pas l'impression que ce soit le réel. Jean-Michel Apathy a répondu: les nazis se sont comportés comme nous les Français, donc qu'on a inspiré carrément Hitler. Est-ce que l'Arcom va intervenir? La réponse est non. Je pense pas. Non, bien sûr que non. Bah non.
D'ailleurs, ça a été confirmé, hein, finalement, la suppression de C8 et d'Énergie 12, ça y est, on s'en doutait, hein, il n'y a aucune raison que ce soit annulé, malheureusement. Donc l'émission la plus populaire du PAF pendant plusieurs années, Touche pas à mon poste, a entraîné la suppression de C8 par décision de l'Arcom. C'est grave quand même. Hein. C'est très grave. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que si on remonte le temps juste une dizaine d'années et que il y a une dizaine d'années, je vous disais, bon, bah, le président n'est pas d'accord avec une chaîne de télé majeure, il va la faire supprimer, tout le monde aurait rigolé. Tout le monde aurait rigolé. Si j'avais dit ça il y a 10 ans, tout le monde aurait rigolé en disant mais non, mais arrête, Macron, c'est pas Poutine, etc. Et là, maintenant, on voit que les médias sont à une sanction de l'Arcom près de perdre leur licence. Et le tout, faut aussi rappeler que l'Arcom est une administration qui dépend directement du président de la République, qui nomme les membres. Il n'y a pas de décision de justice. Hein. C8 n'est pas fermé suite à une décision de justice. C'est fermé suite à une évaluation réglementaire de l'Arcom. Et c'est très, très inquiétant, en fait. Parce que là, on a franchi encore un nouveau cap. On avait déjà eu le cap avec l'interdiction de certains médias, dont RT, puisque c'était une demande de l'Union européenne après les événements en Ukraine en 2022. Mais là, maintenant, c'est encore plus fort. C'est l'interdiction d'un média français de grosse écoute, puisqu'il me semble que C8 est la première chaîne sur la TNT et qu'elle est 3e ou 4e au niveau national avec parmi les chaînes historiques, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Bah, c'était la plus grosse émission du PAF. C'était la plus grosse émission du PAF qui était en rivalité souvent avec Le Quotidien. Bon, bah non, Le Quotidien, j'ai envie de dire, il a le monopole. Le Quotidien qui est une émission de merde, hein, quand même, soyons tout à fait honnêtes. J'espère que vous ne regardez pas ça. Bon, la télévision... Mais Oui, allez-y. C'est quand même un pas de plus vers la dictature progressiste, hein, clairement. Oui. Tout à fait. Mais c'est pour ça, à votre avis, pourquoi, enfin vous le savez très bien, je parle à vous, mes chers auditeurs ou ceux qui regarderont la rediffusion, pourquoi est-ce que la question d'interdire X a été abordée dans le cadre de l'Union européenne? Mais c'est très simple, c'est parce que les gens regardent moins en moins la télé et qu'ils regardent les réseaux sociaux. Tout simplement. Et l'idée derrière l'interdiction de X, c'était de ne pas perdre les potentiels téléspectateurs. C'était pour ça. Ouais. Mais la télé, c'est de la merde. On supprime les seules émissions où on invite des gens de droite. Voilà. Du coup, on va sur Internet. Ça me paraît logique. Mais écoutez le forum du Parti de la France, hein, de toute façon, c'est très... Mais il n'y a pas de problème. Ce sera toujours sur Internet. L'Arcom ne pourra absolument rien faire là-dessus. Pour continuer quand même sur l'Algérie, parce que notre secrétaire général du Parti de la France, Pierre-Nicolas Nups, a fait un communiqué sur ce pays qui, je rappelle, a plus de 40% de mariages de consanguins. Ça me paraissait important de le rappeler. Globalement, Pierre-Nicolas Nups nous dit, cette semaine, l'opinion publique a une fois de plus été scandalisée en apprenant qu'un terroriste de Mulhouse, sous le coup d'une OQTF, avait fait l'objet d'une dizaine de demandes d'expulsion, toutes refusées par l'Algérie. Un tel mépris serait comique s'il ne relevait pas d'une réalité bien plus grave. Notre pays n'a plus aucun levier face à un État qui nous doit tout, mais qui ne nous accorde jamais rien en échange. Pendant que nos dirigeants fanfaronnent en menaçant la Russie, dont nous dépendons pourtant pour notre énergie, en particulier le gaz, ils se montrent incapables d'imposer le moindre respect au gouvernement d'Alger. Une brève piqûre de rappel s'impose. Contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, la France n'a pas colonisé l'Algérie. Elle l'a intégralement fondée. Avant 1830, il n'existait pas d'Algérie en tant que nation. Il y avait que la régence d'Alger, un territoire ottoman divisé entre des bellicats et des tribus rivales. Ce pays, que nous appelons aujourd'hui Algérie, n'avait ni cadastre, ni institution unifiée, ni même un nom propre. C'est en 1939 que le maréchal Bugeaud, un Français, a formalisé le nom d'Algérie. Et d'ailleurs, je précise, c'est en 1834 que le maréchal Soult a inventé le drapeau algérien, donnant ainsi une unité à cette terre. Sans la France, les Algériens ne l'appelleraient même pas ainsi. Aujourd'hui, l'Algérie prospère sur une rente gazière et une diaspora installée en France qui lui envoie des milliards d'euros chaque année. Mais que nous apporte-t-elle en retour? Des Algériens. Aucune coopération sincère sur l'immigration,
aucune reconnaissance historique, un mépris affiché pour la France et ses demandes. L'Algérie a même refusé la dépouille de Mohamed Merah. Nous croyons pourtant savoir que ce dernier se déplaçait sans aucun problème en Algérie de son vivant. Nos dirigeants doivent se poser une question simple. Pourquoi sommes-nous plus prompts à vouloir affronter la Russie, une puissance nucléaire existentielle à notre prévisionnement, qu'à exiger le moindre respect d'un pays qui nous doit tout, jusqu'à l'existence même de son drapeau et de son nom? L'heure n'est plus à la complaisance. L'Algérie ne respecte que la force. C'est cette politique-là que la France se doit adopter. C'était le communiqué de Pierre-Nicolas Lim, ce secrétaire général du parti de la France. Et oui, quid de l'Algérie? En plus, on entend souvent, vous savez, parce que malheureusement c'est une réalité, qu'on avait renvoyé le TikToker à 400 000 abonnés en Algérie, l'Algérie l'a renvoyé à Paris, et on dit souvent comme argument, enfin les gauchistes, oui, l'Algérie refuserait ses migrants. Mais vous savez, la France, enfin l'Algérie c'est quoi? C'est le PIB de l'Algérie est inférieur au PIB de Lyon. La France a un PIB supérieur à l'Afrique en entier. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vraiment l'Algérie a un pouvoir de négociation au point de vouloir refuser les migrants si le parti de la France était au pouvoir? Je donne la parole à Jason. Je pense que si le parti de la France était au pouvoir, nous appliquerons ni plus ni moins ce que Trump a appliqué vis-à-vis de tous les pays d'Amérique latine, en particulier l'épisode avec la Colombie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Colombiens ont refusé. Dans l'instant T, Trump avait appliqué ses menaces économiques et la Colombie avait appliqué ses propres avions. Bon. Je pense que c'est tout aussi possible avec l'Algérie. L'Algérie, en fait, il y a, comment dire, une complaisance délibérée, des intérêts délibérés entre l'élite française et l'élite algérienne. Les Algériens, le gouvernement algérien est très comédien. Il appuie pour maîtriser une population complètement au chômage, totalement en déshérence, cette rente que vous avez si bien citée, une rente mémorielle mensongère qui plus est, puisque la guerre d'Algérie militairement, non seulement elle a été gagnée par la France. Il faut savoir que si l'Algérie a été larguée, c'est parce que De Gaulle avait trouvé ses raisons et qu'il y avait une forte pression internationale à l'époque des deux blocs, soviétiques et américains. D'ailleurs que Jean-Marie Le Pen avait comment dire, rétrospectivement, il avait dit oui, l'Algérie, il aurait mieux valu que c'était très bien qu'elle soit indépendante, vu l'explosion démographique et vu ce que quelques millions d'Algériens nous provoquent en France. Imaginons 40 millions, 50 millions, je ne sais plus exactement la population de l'Algérie, on est dans ces eaux-là. Donc, et puis, ce qu'on appelle la colonisation. L'Algérie n'a pas été une colonie, c'était ni plus ni moins la prolongation de la France outre-Méditerranée. Il ne faut pas oublier que l'Algérie avait été découpée historiquement en 3 départements, donc c'était la France. La France a dépensé des milliards et des milliards d'anciens francs, de francs or, pour arrimer les départements algériens à la France. Enfin, c'est colossal le travail qui a été fait, c'est l'une des plus belles œuvres de la France, l'Algérie française. Ça, il ne faut pas oublier. Je ne sais pas combien d'infrastructures on y a laissé, une organisation. Enfin, on a laissé un pays clé en main, quoi, avec des villes somptueuses. Revoyez les images de Alger, de Constantine et de Oran dans les années 50 et même début 60, juste avant l'indépendance. C'est fabuleux. C'était la Riviera à la française. Finalement, la Riviera que Trump veut faire à Gaza, nous, on l'avait déjà faite sur toute l'Algérie, quoi. Voilà. Et avant, qu'est-ce que c'était avant 1830? Oui, ben oui, comme l'a dit Nicolas Nups, notre secrétaire général, dans son communiqué, c'était un cloaque, l'Algérie. Et en plus de ça, l'intervention de 1830 était plus que légitime. L'intervention française de 1830 en Algérie, puis la conquête, était plus que légitime, puisque que faisaient les Algériens? Qu'on appelait à l'époque les barbaresques. Ils rasiaient toutes les côtes européennes de la Méditerranée occidentale, Italie, Espagne principalement, et aussi la France. Et donc, ils rasiaient, donc ils pillaient, ils détruisaient, ils saccageaient,
et il prenait en esclave, il faisait des rapts de grande échelle, des villages entiers, des villes entières d'Européens, de chrétiens, qu'il réduisait ensuite en esclavage. Quand la France est intervenue en Algérie, elle a aboli un esclavage. Elle a aboli la traite blanche, puisqu'on parle souvent de la traite négrière, de la traite noire, mais il y avait aussi une traite blanche. C'est peut-être des centaines de milliers d'Européens de la Renaissance jusqu'aux années, jusqu'à l'intervention française, de la Renaissance, peut-être des millions ou des centaines de milliers sûrs. Voilà, donc oui, l'Algérie nous doit tout, d'autant plus que le pétrole et le gaz algérien avaient été trouvés à la toute fin de l'Algérie française, enfin, au moment de l'indépendance. On avait trouvé le gaz et le pétrole du Sahara algérien et qui a été principalement exploité par l'Algérie elle-même. Donc la France ne s'est même pas rémunérée en ressources, en ressources en hydrocarbures, quoi. Voilà. Donc on a dépensé énormément, on a bâti un pays fabuleux et aujourd'hui on nous crache à la gueule et c'est entretenu par tout le discours gauchiste français. Et ça, c'est insupportable. Donc, quand le parti de la France sera au pouvoir, évidemment, je pense qu'on rétablira d'abord la vérité et que l'Algérie, je pense que la question migratoire et des accords migratoires avec l'Algérie sera réglée en 2-3 mouvements. Et ça m'a fait rire parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, ou hier, que le président Tebboune, le président algérien, avait dit que si la France mettait un terme aux accords de 1968, l'Algérie ferait de même réciproquement. Mais je ne vois pas en quoi c'est une grande menace, une grande réplique, puisqu'en soi, il n'y a pas beaucoup de Français qui visitent l'Algérie. Ce n'est pas très touristique. Donc voilà. Et puis, les Algériens que ne voudraient pas reprendre l'Algérie, je ne sais pas, moi, on a la Guyane française encore, on fera un grand camp dans la forêt équatoriale de Guyane, et ça sera le camp de transit. Voilà, et on montrera au monde entier que l'Algérie ne veut même pas prendre ses propres ressortissants. Là, je pense que ça montrera de façon éclatante la vérité, la réalité du pouvoir algérien à l'égard de ses propres ressortissants. Oui, allez-y, bien. Ouais, je rajouterais que Thomas Joly avait parlé, je crois que François Bayrou faisait semblant de froncer les sourcils par rapport au fait qu'il fallait réexaminer les accords. Habituellement, c'est toujours des mots, hein, clairement, jamais d'actes. Pendant ce temps-là, dans notre pays, vous avez des clandestins qui restent, hein, clairement, les OQTF qui s'entassent par milliers, clairement. Et puis voilà, la France s'enfonce clairement dans le chaos. Je pense qu'à un moment donné, il faut dénoncer tous ces accords qui nous enchaînent. Et puis, il faut expulser sans négocier, clairement, et reprendre nos frontières. Et je sais plus c'est où j'ai voyé ça. Je crois que c'est aussi Thomas qui proposait la déchéance de nationalité pour toutes ces personnes, parce que n'oublions pas que Kaboulou, c'est une pourriture, un barbare d'Algériens, hein, encore une fois radicalisé au QTF, hein, le même train-train habituel, qui n'a pas été expulsé après combien de tentatives 10, si je ne me trompe pas. Donc, à un C'était moment marqué donné, 10 je dans crois que... l'article. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, la solution, ça reste le programme du Parti de la France, hein, clairement, en expulsant toutes ces pourritures de clandestins, clairement, et puis déchoir la nationalité de toute cette pourriture. Parce qu'il ne faut pas oublier que, si je ne me trompe pas, il y a des royalistes de l'AF qui se sont retrouvés au tribunal pour avoir crié vérité. Clairement, ce pays, complètement à l'agonie de la dictature du politiquement correct, c'est hallucinant. Voilà, la France est vraiment devenue vraiment le déversoir de la poubelle de l'Afrique, tout simplement. Oui, tout simplement, je suis bien d'accord avec vous. Si vous voulez bien, on va parler un petit peu de la France insoumise. On va parler de la France insoumise puisque Thomas Joly s'est exprimé sur un sujet important. Il a dit « Les crimes pédophiles perpétrés par Joël Le Squarnec et Pierre-Alain Cottineau, c'est le genre d'atrocité qui me donne envie de dépoussiérer la guillotine. Marre de ces ordures qui souillent tout. Il faut que la lame tombe, que le sang lave et que ça hurle justice dans les rues. » Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je rappelle que le Parti de la France, un peu comme d'habitude, est le seul parti politique en France à être ouvertement pour la peine de mort. Je tiens à le rappeler à chaque fois.
Et c'est aussi intéressant parce qu'il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'étais invité chez OTTD, on a tous un truc à dire, une chaîne YouTube que je vous conseille, j'ai été très bien reçu là-bas, c'était très sympathique. Et quand j'ai dit ça, l'animateur m'a dit, bah attendez, la peine de mort c'est un sujet qui divise, c'est un sujet qui n'est pas stratégique. Et je lui explique que non, c'est un sujet qui fédère. Et il a lancé un sondage pendant le live, qui est pour la peine de mort, qui est contre la peine de mort, et le sondage a fait 90%, je crois que c'est 89% de personnes sur le live étaient favorables à la peine de mort. Et quand on regarde Statista, l'INSEE, Libération, Figaro, bref, toutes les instituts de sondage et les journaux qui en parlent, 1 Français sur 2 est pour la peine de mort, en sachant qu'il n'y a absolument aucun débat, aucune pédagogie, aucune émission sur la peine de mort. Et qu'avec des émissions récurrentes qui débattent de ce sujet, on ne serait pas à 50%, on serait à 75%, voire 80% de Français pour la peine de mort. La peine de mort, c'est du bon sens. Et d'ailleurs, oui, au-delà de ça, le Parti de la France est non seulement pour la peine de mort, mais également pour la guillotine sur la place publique. C'est quand même important de le préciser. Vous trouvez que c'est too much, que c'est un peu trop extrémiste de condamner à mort les criminels pédophiles, Arnaud ? Vous qui venez d'un pays où la peine de mort est appliquée dans certains États. Bah non, moi je suis en faveur de la peine de mort. Quelque chose qui me choquait toujours quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée ou à la fac, c'est quand on nous disait que l'abolition de la peine de mort est démocratique. Mais en fait, il y a énormément de démocraties qui appliquent la peine de mort. Beaucoup d'États américains, le Japon, Israël. Moi, la peine de mort ne me choque pas. De toute façon, je pense que il faut réintroduire et la peine de mort et la perpétuité réelle. Les deux, il faut réintroduire les deux en France de manière à remettre de l'ordre dans la hiérarchie des peines. Ça me paraît très important. Oui, tout à fait. Vous, Frédéric Cavalli, c'est pas trop extrémiste la peine de mort pour vous? Alors, Alexandre, je m'excuse de procéder comme ça, mais je vais répondre évidemment à une question en vous remerciant de me la poser, mais je voulais revenir sur des sujets importants qui avaient été abordés tout à l'heure. Je vais être le plus bref possible, mais il y avait quelque chose que j'avais envie de dire par rapport à l'histoire de l'Arcom. Alors, je ne verserai pas une seule larme sur Cyril Hanouna, qui s'est servi de son émission 2012-2013. Son émission a servi de tremplin pour promouvoir le mariage homosexuel. Ça, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, car ils ne suivaient pas l'émission à l'époque. Voilà, donc moi, je n'oublie pas. Cyril Hanouna était plutôt d'obédience macronienne, et quand son grand patron, bien-aimé PDG, est devenu de droite, on va dire de droite réactionnaire, si on veut, eh bien, il a juste emboîté le pas pour pas perdre son boulot. Mais voilà. Concernant ça, en fait, c'est Arnaud qui disait qu'il n'aurait jamais cru il y a 10 ans qu'on en arriverait là. Eh bien, moi, ça me rappelle 1981, la chasse aux sorcières. Il faut savoir qu'en 1981, avant l'arrivée des socialistes au pouvoir, globalement, la France avait une télévision de droite. Alors, il y avait que 3 chaînes qui étaient des chaînes nationales. C'était, alors attention, hein, c'était pas Vichy ou même TV Liberté, hein, mais voilà, il y avait des sujets qui n'étaient pas forcément abordés. Les présentateurs étaient plutôt de droite, RPR, UDF, qui pouvaient être encore convenables il y a un peu plus de 40 ans. Et François Mitterrand est arrivé, il a viré tous les présentateurs de droite, ou du moins enracinés, et il a mis des gauchistes un peu partout. Le pire, c'était FR3, aujourd'hui France 3, où il a carrément fait arriver à la rédaction des journalistes communistes, dont le tristement célèbre Jean-Luc Manot, qui aujourd'hui est un proche conseiller en communication de Emmanuel Macron. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est très important, c'est qu'en fait, à partir de 1981, ça a basculé du tout au tout. Et à l'époque, quand on disait qu'on était de gauche, on était regardé avec des gros yeux exorbités, écarquillés. Être de gauche, c'était anticonformiste. Et en l'espace de quelques années, 2 ou 3 ans, pas plus, c'est devenu le contraire. Sur un plateau télé, quand quelqu'un osait dire qu'il était de droite, il était hué par le public, chauffé à blanc par un chauffeur de salle. Vous voyez, ce que je veux dire, en fait, c'est pas anodin, la télé. Il y a beaucoup de gens qui regardent, mais quand je dis la télé, ça peut être les médias, hein. C'est qu'en fait, beaucoup de gens se font leur opinion politique
par rapport à la télé. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai entendu, enfin, j'ai vu des gens parler de façon beaucoup plus radicale que Jean-Marie Le Pen sur l'immigration, mais ils se sont toujours interdits de voter pour lui parce qu'ils pensaient que c'était un nazi, car c'est tel que la propagande médiatique le dépeignait. Donc, la télé, c'est très important. Et là, même si je ne verserai pas une larme pour Cyril Hanouna, je dis attention, le peu de chaînes vaguement de droite qui échappent au contrôle du système sont en train de se faire matraquer. Et là, je n'avais jamais vu une telle dérive autoritaire. C'est très inquiétant. Vite fait, Alexandre, par rapport à l'Algérie, en tant que nationaliste, je vais pas forcément blâmer les Algériens d'avoir un sentiment national. Par contre, ce qu'il faudrait que ces gens-là comprennent, c'est que s'il n'y avait pas eu la colonisation française, eh bien aujourd'hui, ils seraient encore avec un os dans le nez et des plumes dans le cul. Voilà. Donc, même si on peut évidemment dire, oui, moi, je suis nationaliste algérien, donc je réfute toute colonisation, eh bien au moins qu'il ne soit pas ingrat ni de mauvaise foi. Alors, désolé Alexandre d'avoir fait tout ça, mais j'avais envie de parler de ça, ça me tenait beaucoup à cœur. Concernant la peine de mort, déjà, il y a une chose qui est très importante, surtout quand on est un parti, pas encore mainstream, hein, pour employer un terme anglais à la mode, comme nous, il nous faut non pas se plier au sondage, c'est à nous, un peu comme l'a fait Jean-Marie Le Pen, qui était en minorité lorsqu'il a dit qu'il était contraire à l'invasion de l'Irak, contre son électorat. Nous, on se doit de guider nos électeurs, nos sympathisants, nos militants. Ce qu'il faut, c'est que c'est à nous de leur dire, même s'ils vont contre nous, et là, en l'occurrence, le peuple français, si dans le peuple français, il y a une moitié des Français, imaginons, même si c'était 80% des Français qui étaient contre la peine de mort. Ben nous, il faut pas, comme le vulgaire RN, et même, à ma grande déception, en Reconquête, avril-mai 2022, dire, ah ben non, finalement, c'est un mauvais calcul, on va être contre pour la peine de mort, parce que tu as vu le dernier sondage, Sarah. Voilà, non, nous, on doit, même si la peine de mort, c'est 10% de favorables, ce qui n'est même pas le cas, nous, notre rôle en tant que parti politique responsable de droite nationale, c'est de dire non, les amis, chères Françaises, chers Français, nous, on va vous expliquer pourquoi vous, à 90%, vous avez tort et pourquoi nous, à 10%, on a raison. Nous, ce qu'il faut surtout pas il faut surtout pas se laisser influencer par les sondages, parce que c'est une doctrine politique que moi j'appelle le sondagisme, alors Sarkozy était pas mal pour ça en fait. Le sondagisme, selon ce que je décris moi, c'est dire par exemple, rappelez-vous par exemple Sarkozy en 2016 pour la primaire à droite molle, oui Donald Trump quand même ce serait quand même terrible pour l'image des États-Unis. Le lendemain où Donald Trump a été élu, ah mais quand même il faudra prendre en compte le message souverainiste des Américains, non ça, peut-être que Donald Trump finalement a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, en fait c'est surfer sur les sondages pour en fait c'est des personnes, c'est ce que je reproche au RN depuis 10 ans maintenant, c'est en fait de surfer sur les sondages, sur l'opinion majoritaire pour se faire, pour élaborer son programme ou même faire des déclarations. Je pense que c'est ça qui a guidé les moutons du RN à voter l'avortement dans la Constitution. Je pense que ce sont juste des intérêts sondagistes du petit boutiquier électoral. Et nous, au Parti de la France, eh bien, nous clamons haut et fort que la peine de mort, c'est la mesure sécuritaire numéro 1 à mettre en place, et si l'Union européenne et le Conseil constitutionnel ne sont pas d'accord, eh bien nous passerons outre et nous appliquerons notre programme avec la plus grande fermeté. C'est une mesure sine qua non du rétablissement de la sécurité en France.
Moi, je vais me permettre de dire que je vous trouve un peu, je vais pas dire malhonnête, mais un peu rancunier. C'est-à-dire que oui, ok, Cyril Hanouna sur TPMP a fait la promotion du mariage pour tous, où il a dit qu'il était pour le mariage homosexuel, qu'il a dit que il connaissait les homosexuels qui avaient des enfants et que ça se passait très bien, etc. Mais c'était en 2012, il y a prescription l'émission. Aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec l'émission d'il y a plus de 12 ans. Et oui, effectivement, il y a eu un changement de régime politique. À l'époque, le groupe Canal était plutôt à gauche, maintenant plutôt à droite. C'est le contraire de BFM d'ailleurs, mais globalement on peut pas se réjouir de la disparition de TPMP parce qu'en 2012 il y avait une émission pour le mariage pour tous. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que si TPMP a été supprimé, a été annulé, c'est malheureusement pas parce que TPMP faisait la promotion du mariage pour tous. C'est parce que TPMP invitait des gens qu'il ne fallait pas inviter parce que trop à droite. Il faut rester sur l'essentiel, il faut pas réagir comme une bonne femme. Oh là là, quelle agressivité! C'est pas moi la bonne femme. Mais alors plus sérieusement, Alexandre, je l'ai dit, hein, mais si je n'ai pas été suffisamment clair, je le répète, je n'ai pas versé une larme pour l'individu Cyril Hanouna. Par contre, je trouve la dérive autoritaire extrêmement grave et préoccupante. Voilà. Mais je parlais surtout du mercenaire, du PAF finalement. Cyril Hanouna qui s'est comporté un petit peu comme un présentateur de droite musclé depuis 5 ans, depuis l'arrivée de Bolloré. Il était plutôt présentateur de gauche lorsque c'est le groupe Canal, et qui sait s'il y avait un milliardaire rouge un peu comme Domingue il y a 45 ans, ça peut-être pas beaucoup de gens d'entre vous, enfin un milliardaire rouge qui rachetait la chaîne, peut-être que ce serait le meilleur pote de Boyard. Voilà, ce que je disais, c'est surtout par rapport à Cyril Hanouna lui-même, mais sinon, non, le fait que une chaîne soit purement et simplement supprimée, c'est une dérive autoritaire gravissime. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est C8 qui a été supprimé. Hanouna, on va le voir ailleurs. C'est comme j'ai vu ce matin, j'ai vu qu'il y avait Guillaume Janton qui est un chroniqueur de TPMP et je l'ai vu sur CNews. Donc oui, la restriction, elle n'est pas contre Cyril Hanouna, on est bien d'accord là-dessus. Et si Hanouna, on le verra ailleurs. Hein. De toute façon, on le verra sur CNews, on le verra sur les autres chaînes Canal. C'est une certitude, j'ai envie de dire, si jamais TPMP n'arrive pas à exister prochainement. Donc, on est d'accord. Donc le problème ne sera pas résolu à ce niveau-là. Sur la peine de mort, Alexandre, j'ai envie de dire, il y a rien d'extrémiste de dire qu'on est pour la peine de mort. Clairement, quand on voit que ces pourritures qui tuent nos enfants, bah oui, méritent la peine de mort, rapide et sans pitié, tout simplement. La France, il est temps que la France se décide de purger ces pourritures, parce qu'il faut quand même revenir sur le démantèlement du réseau pédophile, hein, clairement. Et je dirais même qu'il faudrait que la France se purge de tous ces soutiens médiatiques gauchistes qui ont couvert cette affaire. Clairement, quand on voit, j'aimerais revenir par exemple sur Libération, qui n'en parle même pas, parce qu'ils ont une complicité clairement abjecte avec ces laquais du système. Ils protègent clairement ce camarade insoumis, parce que je crois que c'est un candidat aux élections départementales, si je ne me trompe pas, qui fait partie d'un réseau qui est candidat, enfin qui fait de la politique le jour, et qui fait partie d'un réseau pédophile la nuit, c'est pas ça? Je sais plus son nom, Thomas Joly l'a annoncé son nom. Donc oui, pour moi, ces gens qui touchent à nos gamins, qui souillent nos gamins, ils méritent une chose, rapide et sans pitié, la peine de mort. Donc voilà, il y a rien d'autre pour ces gens-là. Quand on touche un gamin et quand on est un terroriste dans ce pays, c'est la peine de mort et rien d'autre. Voilà. Et il a raison, Thomas Joly. Il faut ressortir les guillotines, tout simplement. Tout simplement, oui, les criminels en question sont Joël Squarneck et Pierre-Alain Cotineau. Voilà, Pierre-Alain Cotineau, c'est bien le candidat au départemental, France Insoumise. France Insoumise, la France islamiste. Absolument. D'ailleurs, les médias se sont bien cachés de dire qu'il était de la France Insoumise dans le titre, alors que si ça avait été quelqu'un de droite, du Rassemblement National par exemple, ou de Reconquête, ça aurait bien été mis en avant, rassurez-vous. Mais bon, ça, on a un peu l'habitude. Alors, le dernier sujet auquel j'ai envie de vous faire part, c'est par rapport à l'écologie, parce que je trouvais que Thomas Joly, président du Parti de la France, avait fait un bon article, un bon communiqué de presse sur la décarbonisation.
Donc ça me paraissait pas mal d'en parler. Ça me fait penser, j'avais fait un entretien sur la décarbonisation, il me semble que c'était avec Bernard Germain, et je ne sais plus s'il est encore sur YouTube, à vérifier. Globalement, je vais vous lire le communiqué de presse qu'il a fait. Thomas Joly nous dit: la décarbonisation est devenue le nouveau credo de la secte climatiste, drapée dans leur vertueuse indignation, nos gouvernants et les technocrates de Bruxelles nous imposent un carcan réglementaire suicidaire, pendant que la Chine et l'Inde rient sous cap, brûlant chaque jour davantage de charbon et de pétrole pour alimenter leur expansion économique. Ce dogme absurde repose sur une vision partiale et biaisée du carbone, qui serait le mal absolu à combattre. Or, la science nous enseigne que le carbone est un élément fondamental à la vie sur Terre. Il est le socle de la photosynthèse, le moteur de la croissance végétale et un régulateur, climatique naturel depuis des millénaires. La France, déjà l'un des pays les moins émetteurs de CO2, rappelons 1%, grâce à son parc nucléaire exemplaire, s'acharne pourtant à expier une faute imaginaire. Les fermetures des centrales à charbon, la fiscalité punitive sur l'essence et le gaz, les restrictions absurdes sur l'industrie automobile sont d'autant de boulets que nous nous imposons volontairement. Résultat ? Une destruction de notre industrie. Une flambée des prix de l'énergie pour les ménages et une perte de compétitivité face à des nations moins scrupuleuses. Pendant ce temps, l'Allemagne, pourtant donneuse de leçons, relance son industrie charbonnière. Où est la logique ? Mais cette folie n'est pas seulement écologique et économique, elle est aussi financière. L'arnaque du marché du carbone, avec ses droits à polluer, achetables et revendables, est devenue une manne pour les spéculateurs. Qui profite de ce système ? Sûrement pas les citoyens français, ni les entreprises, racketées à coups de taxes écologiques et de réglementations liberticides, mais bien les financiers et les bureaucrates européens, toujours plus gourmands de fonds publics. Il est temps de réagir. Plutôt que de nous flageller en écoutant les prêches catastrophistes des nouveaux inquisiteurs du climat, reprenons le contrôle de notre politique énergétique. Défendons notre industrie. Refusons cette hystérie collective et remettons la science et la raison au centre du débat. La France a besoin d'énergie. La France a besoin de croissance. La France a besoin de liberté. Pas d'une austérité écologique mortifère. C'était le communiqué de presse de Thomas Joly, président du Parti de la France. Jason, je vous donne la parole à vous, ça me paraît le plus logique. Vous souscrivez, j'imagine, à ce que dit notre président. Ah oui, tout à fait. Je n'ai pas changé d'une virgule ce communiqué. L'eschrologie, voilà, on avait déjà un Jean-Marie Le Pen qui avait mis en scène lors d'un plateau de télévisé dans les années 80 ou 90, les écolos, regardez, c'est comme ce fruit vert de l'extérieur, rouge de l'intérieur. Voilà, que voulez-vous pour reparler de l'idéologie écologiste, ça n'a jamais été réellement la protection environnementale qui est motivée. Ce sont des idéologues woke, dégénérés, qui ont un agenda, qui ont un projet, qui sont manipulés par des puissances financières qui leur est supérieure et qui veulent détruire nos traditions. Enfin, c'est un projet très nihiliste en réalité quand on creuse tout cela, puisque si on était vraiment environnementaliste, on reviendrait au traditionnalisme, enfin on serait des Amish, quoi. Voilà, et là on n'aurait plus aucun impact sur l'environnement, mais cela nécessiterait de revenir finalement à un mode de vie très traditionnaliste, très patriarcal, très ordonné finalement, très chrétien, et auxquels les écologistes réprouvent totalement. Ils sont proprement contradictoires entre leurs mœurs et ce qu'ils voudraient, soi-disant, pour l'environnement. Ils sont, en réalité, ils promeuvent une déconstruction et donc une destruction méthodique et donc le nihilisme. Voilà, moi après, je ne sais pas si je devrais m'attarder sur les détails, mais le communiqué parle de lui-même. Voilà tout ce que j'aurais à dire.
Merci beaucoup Jason sur ces propos. Alors oui, l'écologie, c'est vrai que nous on nous accuse, enfin on nous accuse pas nous, Parti de la France, hein, mais les gens de droite, on nous accuse de trop laisser ça à la gauche, etc. Mais c'est pas qu'on laisse à la gauche, c'est qu'on laisse à la Non, gauche tous les sujets de merde. C'est-à-dire que c'est oui, ça. effectivement, les éoliennes, les panneaux solaires, toutes ces conneries, oui, on le laisse à la gauche parce que c'est de la merde. Parce C'est que de c'est la de la... merde. Voilà. Les panneaux solaires, plus personne n'en met de soi-même, puisqu'ils ne sont pas rentables, ça coûte très cher. Et en fait, les seuls panneaux solaires que l'on voit sur les exploitations agricoles, c'est pas les paysans qui les mettent eux-mêmes, ce sont des sociétés qui proposent des hangars gratuits paysans en échange de mettre donc en échange d'installation et d'exploitation par ces sociétés-là des panneaux solaires installés sur ces hangars. Voilà, donc si jamais vous voyez des grands hangars flambant neufs avec des panneaux solaires dans la ruralité, sachez qu'il ne s'agit pas d'un agriculteur écologiste, mais juste qu'il a profité d'un hangar gratuit financé par des sociétés de panneaux solaires, elles-mêmes subventionnées par des fonds obscurs nationaux, européens, que sais-je. Voilà, ce n'est pas les énergies, l'idéologie de l'énergie dite renouvelable, essentiellement le solaire et, et l'éolien, sont déjà des énergies dites intermittentes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas de soleil, ben vous n'avez pas d'électricité. Après, ce sont des énergies très peu rentables. Très peu rentables. Il y a un moment donné, il y avait même une communication mensongère qui disait que c'était les énergies les moins chères. C'est faux, c'est faux. Les éoliennes euh, coûtent cher, elles ne sont pas produites en France, elles ne peuvent pas produire de l'électricité quand le vent est trop fort en plus. Il faut il faut les changer régulièrement. Elles nécessitent des blocs de béton énormes et le béton, bah, du coup, c'est très polluant en termes de rejet de monoxyde de carbone. Les panneaux solaires, c'est pareil, très difficile au recyclage, produit en Chine essentiellement. Et on vous dit que c'est l'énergie de demain. Non, 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 c'est faux et archi faux. Et d'ailleurs, si la France est une grande puissance énergétique et qu'on a été le premier exportateur d'électricité de l'Union européenne en 2024, c'est pas nos barrages hydroélectriques qui ont été construits pendant les 30 Glorieuses ont très bien fonctionné l'an dernier grâce aux précipitations, aux bonnes précipitations qu'il y a eu, premièrement, et deuxièmement, grâce au choix du nucléaire. La fission nucléaire nous produit encore une énergie très propre, très sûre, contrairement ça aussi à la propagande qu'il y a eu des écologistes suite au tsunami qui a ravagé une centrale nucléaire au Japon en 2010 ou 2011. Voilà, nous on a peu de risques de tsunami et nos centrales nucléaires, enfin une grande sûreté nucléaire. Donc, je ne suis pas spécialiste dans cela. On a un camarade, Maxime Orlan, qui a travaillé dans le milieu, qui sera mieux à même de nous expliquer. Et puis ensuite, le nucléaire avec la fusion, avec comment dirais-je, la fusion nucléaire, qui est l'énergie de demain, dont les grands centres expérimentaux se situent en Provence, site à Cadarache, produisent une énergie pour le coup sans radioactivité. La fusion nucléaire est vraiment l'avenir. Les Chinois sont en train d'ailleurs de nous surpasser, puisqu'il faut savoir que c'est un projet international, mais qu'après chaque pays peut travailler de son côté. Voilà, on met tout en œuvre, on met tout en commun nos connaissances, et les puissances européennes, américaines et asiatiques. Ce centre expérimental est en France d'ailleurs. Et puis ensuite, chaque pays a son propre centre expérimental. Les Chinois sont arrivent actuellement à stabiliser, je ne sais plus, ils ont battu un record de durée de stabilité de la fusion nucléaire. En fait, on reproduit à l'échelle miniature des soleils qui produisent une chaleur de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Imaginez que si jamais demain on arrive à maîtriser cette technologie, cette source d'énergie, la fusion nucléaire, c'est la fin du game, c'est la fin du jeu. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de quelconque autre source d'énergie quasiment, puisqu'on aura une énergie illimitée de façon totalement propre et qui ne nécessitera quasiment aucune matière première. Voilà.
Donc, l'escroquerie ou l'escrologie du panneau solaire et surtout de l'éolien qui défigure nos paysages, toutes nos campagnes plates, vous allez dans le grand bassin parisien, de la Picardie à la Beauce, en passant par le Berry et d'autres grandes régions du Nord, sont défigurées par ces éoliennes immondes. Vous allez en Espagne, c'est pareil, c'est laid. J'espère que quand le Parti de la France arrivera au pouvoir, il faudra enlever à tout prix ces éoliennes immondes, peu rentables, et qu'on arrête toutes ces conneries. Voilà. C'est dans le programme. Mais- C'est bien Ah dans le oui, programme. très bien. Je rajouterais juste un truc. On voit bien que tout ça est une fumisterie, tout simplement, hein, que ce soit les énergies vertes, les éoliennes ruineuses, les panneaux solaires bidons. Tout ça est imposé pour plaire aux écolos bobos, enfin aux bobos écolos et aux bureaucrates de Bruxelles. Et puis on voit bien que EDF, tout simplement, est un cadavre mal géré, clairement sacrifié sur l'autel de l'incompétence. Mais je ne sais pas si vous avez vu quand même que les Français vont subir une nouvelle fois, parce que c'est toujours les mêmes. Ils vont être de nouveau rackettés avec des factures délirantes. Je ne sais pas si vous avez vu que en janvier 2026, une hausse massive des tarifs de l'électricité. Je crois plus 19%, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça quelque part ce matin ou avant-hier, enfin hier. Donc voilà, c'est encore nous qui allons subir de plein fouet tout ça, alors qu'il faut virer toutes ces utopies vertes et il est temps de reprendre aussi en main EDF, clairement, qui est mal géré. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si Alexandre, tu as vu l'augmentation prévue, parce que là, on nous avait annoncé une baisse de l'électricité il y a quelques semaines, mais là, on va se prendre 19% d'augmentation en 2026. Donc voilà, merci Bruxelles, merci les bureaucrates et les bobos écolos, tout simplement. Et tout simplement, effectivement. Ouais, j'avais vu l'information passer. Mais pour conclure quand même cette émission sur une note positive, parce qu'il y a quand même du positif. Alors premièrement, positive, parce qu'on avait parlé de Bardella tout à l'heure, on a oublié de préciser parce que c'est vrai que c'était il y a plus de 6 jours maintenant. Steve Bannon avait fait un salut au public et Jordan Bardella a annulé son discours à Washington DC et subséquemment nous avons Steve Bannon qui disait que Jordan Bardella n'était pas digne d'être un homme, que c'était une femme. Alors c'est au sens figuré, je précise pour éviter qu'il y ait encore de nouveaux articles sur faits et documents. Mais globalement, on a vu que Bardella s'est décrédibilisé auprès des collaborateurs de Donald Trump, et donc on sait qu'Elon Musk et Donald Trump ne considèrent potentiellement pas le RN comme un collaborateur sérieux pour collaborer en France. Donc c'est assez intéressant. Et aussi, on a surtout l'AfD que Elon Musk soutient, puisqu'ils ont invité l'AfD à faire une intervention, et puis même Musk a dit que l'AfD était le seul parti valable en Allemagne. L'AfD a fait quand même 19% aux élections législatives, ce qui est pas mal. Donc voilà, je voulais quand même finir sur 2 notes positives. Ah oui, Vivien, je vois que vous levez la main. Enfin, je sais pas, je découvre un peu Twitter, mais si vous levez la main, c'est pour prendre la parole. Vous l'avez la parole, Vivien, si vous souhaitez. Ouais, tu es sur des notes positives. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de François Bayrou qui propose un audit sur l'immigration. Il nous joue la comédie des élites molles et déconnectées, tout simplement. Et donc, il propose un audit sur l'immigration. Sincèrement, alors que nos frontières sont des passoires, donc clairement, que nos villes croulent sur le chaos. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais lui, pendant ce temps-là, il va te compter les moutons pendant que le loup, il dévore le troupeau. Donc voilà, moi, je sais pas, il propose un audit et pourquoi pas non plus un numéro vert tant qu'on y est. Pourquoi pas pour que les clandestins, pendant ce temps-là, ils appellent tranquillement la France pour demander leurs allocations. Enfin, à un moment donné, c'est pas ça que la France a besoin. C'est pas des paperasses, c'est pas des réunions, c'est pas des. Voilà, nous, ce qu'on a besoin, c'est des expulsions massives et un verrouillage total des frontières. Enfin, je sais pas, à un moment donné, Bayrou, c'est vraiment, et tous ceux qui l'accompagnent, c'est vraiment l'incarnation de cette droite qui préfère caresser l'ennemi dans le sens du poil plutôt que défendre la France. Enfin, je sais pas, j'ai envie de dire à François Bayrou, moi je terminerai par cette note, François Bayrou, réveille-toi ou dégage tout simplement. Voilà, je voulais terminer sur ça. Après, on avait dit une note positive, Vivia, mais bon, on finit par les notes qu'on souhaite composer. En tout cas, moi, j'ai plus forcément de sujets, j'ai plus de sujets à traiter. Bah, si quelqu'un souhaite réagir à la victoire de l'AfD, enfin, la victoire à 19%, c'est une victoire en soi. Pourquoi pas?
pourquoi pas, et après je vous inviterai à conclure l'émission, je la conclurai puisque nous avons déjà quand même 1h40, un peu plus d'1h40, et en plus on l'a fait sur Twitter, donc si les auditeurs, que ce soit en direct ou en différé, je vous invite évidemment à partager sur Twitter l'émission. Si vous êtes sur YouTube, commentez-la et partagez-la également. Quelqu'un souhaite réagir sur la victoire de 19% de l'AfD? Allez-y Frédéric. Oui, rapidement, la victoire, oui, certes, c'est une victoire parce qu'il partait pas de, enfin voilà, il partait pas de 18% pour arriver à 19, il partait de loin, donc c'est une victoire. Maintenant, le problème de fond qu'il va y avoir pour toutes ces élections, pour l'accès de partis de droite nationale en Europe occidentale, c'est que malheureusement ensuite, lorsque le système n'est pas assez fort médiatiquement, et Dieu sait qu'il l'est, hein, pour mettre des bâtons dans les roues, ensuite il y a aussi la cuisine électorale ou électoraliste et les alliances de circonstances, la droite molle qui va s'allier à la gauche molle. Enfin, en somme, c'est en fait les partis vont toujours essayer de s'allier entre eux pour faire barrage, et ça, c'est extrêmement préoccupant. Comme si finalement le fait d'accéder démocratiquement au pouvoir pour des gens comme nous, on avait autant de chances d'y accéder qu'un unijambiste de gagner un concours de coups de pied au cul. Et moi, je voulais citer la phrase qu'avait dit un certain monsieur Sanguinetti, qui était un haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur dans les années 70, je crois sous Pompidou. Il avait dit à l'époque, en Australie, il y a 11 millions d'habitants et 25 millions de lapins, et ce ne sont pas les lapins qui font la loi. En fait, cette phrase-là, en la mettant aujourd'hui, en mettant cette métaphore, en la ramenant au monde politique européen contemporain, eh bien, me fait dire que finalement, le système trouvera toujours, enfin essaiera en tout cas toujours de trouver une parade à la volonté souveraine du peuple, hein, le peuple souverain, qui est quand même la base de toute démocratie. Donc c'est très inquiétant aussi, on part avec un handicap énorme, et voilà, si maintenant en plus on essaye de nous supprimer le peu de médias qui ne nous étaient pas hostiles à 100%, même si jusqu'à preuve du contraire nous a jamais invités, ça devient de plus en plus inquiétant. Je voulais pas tempérer votre note positive, Alexandre, c'est quand même une bonne chose, mais voilà, la montagne à escalader est quand même importante. Donc voilà, il faut redoubler d'efforts, et ce sera pas facile, mais il faut le faire pour le salut de la France et de l'Europe. Oui, naturellement, et nous ferons tout pour, et ces émissions, j'ose croire qu'elles y contribuent, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, chers auditeurs, à parler de l'émission autour de vous et à la partager. Sachez, voilà, que dimanche, il y aura une chronique historique sur François Ier, roi de France, bien entendu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on aurait pu en parler dans l'actualité, vous me direz, on en parlera prochainement, je pense, du pape François, parce qu'il y a le pape François qui est au bord de la mort, ça me fait penser. Bon, on a trop peu d'informations là-dessus, globalement. On sait que voilà, il y a une pneumonie bilatérale, c'est les 2 poumons qui sont touchés. Il est à l'hôpital. Bon, j'ai vu que John Kennedy Jr. dit qu'il est mort, mais bon, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes, et je pense pas que ce soit vrai personnellement. Bref, la semaine prochaine, on fera un autre forum du Parti de la France. Je ne sais pas encore sur quel sujet ce sera. Très certainement le carême, parce que bon, précisons que le carême c'est le 5 mars, donc ce sera la semaine prochaine. Donc avec Alexandre Simoneau, à voir, faut que j'organise ça. En attendant, moi j'étais ravi d'animer cette émission, ce bistrot du Parti de la France en votre compagnie, c'était vraiment très sympathique, et je suis heureux de constater que voilà, sur X, il y a beaucoup moins de problèmes que sur Telegram, en vocal, en tout cas, il n'y a pas eu, j'ai pas repéré de problème de son particulier, ça a été très bien, j'espère que les auditeurs avec qui on s'est peut-être un peu brouillé seront réconciliés avec nous, des auditeurs qui ne supportaient pas le son des anciennes émissions. Là, je pense que tout est bon. Donc, je vous invite vraiment à réagir à l'émission, la partager, et je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. Adhérez au Parti de la France si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde. Merci Vivien, merci Jason, merci Frédéric, merci Arnaud, et merci aux auditeurs. Avec grand plaisir. Allez, chat. Merci Alexandre, au revoir à tout le monde.
Au revoir. J'ai pas compris sur la fin, mais je suis parti sur le principe que ça veut dire au revoir. Oui, c'est du gascon, c'est de la langue doc, et chez nous, pour dire bonjour, au revoir, Alichat. Voilà. Très bien, bah Aïcha, Aïchat, pardon, comme la femme du prophète. Allez, au revoir tout le monde.